Bienvenue sur les ondes de la bascule, un podcast présenté tour à tour par Laura et Lucie, deux électrons libres en quête de sens. 2 fois par mois, nous vous partageons les récits d'avant-gardistes dont la prise de conscience les a amenés un jour à se mettre en action pour participer à la construction de cette nouvelle ère. Fondateurs de start-up, d'associations ou intrapreneurs, leurs projets soutiennent le développement durable, des causes sociales, humanitaires, animales, des alternatives à la médecine traditionnelle ou encore l'éducation. Ils se livrent et nous racontent leur transition, ce point de bascule qui a changé leur vie. Que vous soyez à la recherche de plus de sens, que vous souhaitiez entreprendre pour participer à construire un monde meilleur ou simplement ajouter une dose d'inspiration à votre quotidien, vous êtes au bon endroit. Je suis clown et je suis cuisinier. Je cuisine les gens que j'accompagne pour leur aider à trouver exactement la recette pour pouvoir atteindre ce qu'ils désirent. Et dans cette recette, on a tout. On a du sel, on a du piment, on a de l'acidulé, et puis de temps en temps, on a du sucré. Et je pense que c'est le sucré qui nous fait aboutir à la raison d'être. Bonjour à tous, ici Laura, et aujourd'hui je vous invite à notre table, à Manu et moi. La première fois que j'ai croisé le regard de Manu, je venais d'arriver à Montréal. Il était sur scène, devant 90 personnes, et racontait une histoire pour introduire le début d'une formation. Pour moi, elle fut le début d'un tout. En l'écoutant, j'ai su. Je n'ai toujours pas compris ce que j'ai su, mais quelque chose en moi le sait. Emmanuel Sabouret est aujourd'hui hypnothérapeute. Il est également formateur et conférencier, et vient même de créer son école pour laquelle il enseigne au Québec et au Maroc. Il a fait de l'hypnose son métier, une passion qu'il porte en lui depuis enfant. Pourtant, avant d'en arriver là, il est passé par des moments de vide, de doute et un changement de vie. Je vous préviens, à la fin de cette écoute, quelque chose en vous aura changé. Vous comprendrez pas comment, ni pourquoi, mais vous le saurez. Et vous n'en serez même pas conscient. Bonne écoute à vous. J'ai fait cuisine pendant de très nombreuses années. À 22 ans, j'étais le plus jeune chef de France étoilé Michelin. Je suis rentré dans un système qui est assez complexe, dans le sens où, si on veut garder un statut, faut se battre pour le garder, donc on cherche toujours à aller plus haut. Et puis, on va faire 100 personnes, tout le monde va être super content, et puis il y en a un qui n'est pas content, et dans notre désir de perfection, tout va s'écrouler et tout le reste va disparaître. J'étais à la recherche d'une reconnaissance que je ne percevais pas. Pourtant, j'aurais dû la percevoir avec du recul, mais je ne le percevais pas, et je pense que c'est cette vue de ne pas pouvoir percevoir ce que j'étais en train de vivre qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui. On en revient à ce que je dis, c'est que notre vie, en fait, nous sommes totalement libres de notre vie à une seule condition, de la perception qu'on va en avoir. On peut descendre dans les profondeurs, ou on peut aller dans la lumière, on peut accepter que c'est une erreur qui va nous permettre de pouvoir atteindre un autre objectif, où on peut se laisser glisser dans un désarroi total et puis s'enfoncer jusqu'à ce qu'on n'ait plus de solution, de toucher le fond et de repousser avec les pieds. Moi, je crois que j'ai touché le fond. Et aujourd'hui... À cette époque-là Oui, complètement, ouais. Ouais, j'ai touché le fond. Ouais. C'était très très loin. Psychologiquement, j'étais épuisé, fatigué. Et puis, le lendemain, pour moi, c'était complètement inexistant. Il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que ça a été... c'était arriver à un plafond et plus pouvoir prendre d'oxygène. Arriver à un moment donné où moi j'étais en train de me noyer, une grosse lassitude. À 23 ans, j'avais mes premiers ulcères à l'estomac. À 30 ans, je voulais changer de métier. Et puis à 45 ans, il fallait vraiment le faire, parce que je voulais continuer à vivre, c'est surtout ça. À un moment donné, besoin de bouger, besoin de partir. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et là, c'était temps, je pense, de recommencer quelque chose. La vie, elle passe trop vite, quoi. Elle passe trop vite. Quand on se rend compte que dans la journée, on a travaillé comme des fous, on a fait nos 16 ou 18 heures, mais qu'on n'a rien fait, en fait. On n'a fait que produire. On n'a rien partagé, on n'a pas trouvé le temps pour soi, pour pouvoir s'arrêter un instant, et puis de respirer, puis de se dire merci d'être encore là. À un moment donné, notre cerveau, il est comme une éponge qu'on met sous un robinet. Cette éponge qui va gonfler sous l'eau, gonfler, puis à un moment donné, elle ne peut plus accepter d'eau. L'eau va couler autour. Je crois que j'avais le cerveau qui était comme ça. Donc, et c'était temps de partir.
C'était temps de partir. Et puis j'ai eu beaucoup d'alertes avant que j'avais pas vraiment entendues ou que j'avais pas voulu entendre parce que j'avais pas de solution. Et puis, il faut pas oublier quelque chose. Quand on fait quelque chose, quand on fait un travail ou autre, et qu'on veut en changer, très souvent, on commence par regarder qu'est-ce qu'on va perdre quand on va arrêter. Et je parle de perception de la vie, de notre chemin qui nous est destiné, comment on va percevoir cette destinée. Est-ce qu'on va la voir comme quelque chose qu'on n'atteindra jamais, ou est-ce qu'on va le voir comme un apprentissage de quelque chose qu'on va atteindre? Alors au lieu de regarder qu'est-ce qu'on va perdre, regardons plutôt qu'est-ce qu'on va gagner. Alors on va peut-être gagner quelque chose qu'on n'avait pas, on va peut-être perdre beaucoup, mais on va gagner beaucoup aussi. C'est un changement de vie, c'est cette zone de confort. Beaucoup de gens sont dans une zone de confort qui leur sont complètement inconfortables. Mais ils y restent parce que c'est leur solution pour l'instant, et puis ils préfèrent perdre tous les jours que de gagner quelque chose. Pour ma part, ma zone de confort est dans l'inconfort. C'est-à-dire que si je suis confortable, ça ne me convient pas, parce que j'ai perdu ma journée. Donc à un moment donné, on a eu la chance, on a bradé notre restaurant pour partir, parce que c'était temps. Il n'y avait pas d'autre solution pour moi, dans mon état psychologique. Et puis, on était venu au Québec quelques années avant, voir un de mes amis d'enfance. Et quand je suis parti du Québec, je m'étais dit, c'est là que je dois vivre. Mais ma famille n'était pas prête. Donc on avait commencé à lancer les papiers, puis ils étaient pas prêts, donc on avait laissé tomber. Puis je le vivais très bien. Puis un jour, c'est ma femme qui m'a dit, ça serait peut-être bien qu'on aille là-bas. J'ai envie maintenant. Donc à partir de là, comme on avait chacun notre projet, dans le départ au Québec, je me suis dit go. Parce qu'on part pas, on n'emmène pas une famille qui n'a pas de projet. C'est pas notre projet qui va apporter le projet à la famille. C'est à deux, on part à deux, enfin on est parti à 4 avec les enfants. Mais il est important que chacun ait son projet. Parce qu'autrement, il y a toujours un retour. Donc voilà, on est venu ici, et je voulais plus du tout faire ma restauration. C'était une certitude, pour moi, c'était la fin. J'ai une profonde confiance en la vie. Même à l'époque, si j'étais pas bien et que je savais pas, en fait, si j'allais me lever tous les matins, c'est clair. Je me suis posé la question plusieurs fois. J'avais une profonde confiance en la vie. Donc, c'est bizarre, c'est que j'étais persuadé qu'à un moment donné, il allait se passer quelque chose. Donc, je voulais être prêt, je voulais pas attendre. Et quand on a vendu le restaurant, de toute manière, je voulais pas rester dans la région où j'étais. Donc, partir à Bordeaux, partir à Paris, partir à Brest, partir au Québec, pour moi, c'était la même chose. Alors, ce qui comptait, c'était partir? C'était partir. Ouais, c'était une fuite, je pense, je le dis, je le pense sérieusement. Je pense que quelqu'un qui quitte son pays, alors qu'il a tout pour y rester, c'est qu'il fuit quelque chose, mais c'est quelque chose d'interne. À moins que ça soit la guerre, à moins que ça soit de la survie. Moi, je risquais pas de mourir de l'extérieur, je mourrais de l'intérieur. Donc quand je suis parti, en fait, j'ai rien laissé sur place. Aznavour qui chante Emmenez-moi, cette chanson, je l'oublie jamais. Emmenez-moi au bout de la terre, c'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs, alors qu'il suffirait de l'arroser où on est. Quel que soit le métier qu'on fait, on existe, on appartient à une société. Le jour où on arrête, on n'existe plus. Et là, c'est un gros coup de massue qu'on prend derrière la tête. Parce qu'on quitte un rôle dans la société, et d'un seul coup, on n'est plus personne. Donc ça a été compliqué. Et en même temps, c'était très révélateur du désir de recommencer ailleurs. Et recommencer ailleurs, c'était quoi? C'était déposer tous ces sentiments limitants qu'on pouvait avoir sur les gens qui nous entouraient, pour aller chercher d'autres émotions qui allaient nous tirer en avant. C'était ça le but. Mais on se rend compte qu'en fait, l'être humain est identique. Il est simplement identique dans sa problématique, dans ses souffrances. Alors prendre du recul et puis se dire ça lui appartient, comment est-ce que je vais pouvoir communiquer avec lui et lui faire passer le message que je désire, sans le brusquer, sans aller contre ses valeurs, contre ses croyances, mais le faire réagir lui-même. Et si j'avais pas eu cette vie que j'ai eue avant, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, ça c'est une certitude. Et je pourrais pas accompagner des gens comme je le fais aujourd'hui. L'élan est arrivé, je dirais par le hasard, qui n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas, comme la chance n'existe pas. La chance, c'est un moment de ta vie où il va se passer quelque chose que toi, tu vas pouvoir observer et percevoir, que toi, tu vas pouvoir prendre, parce que tu es prête. Alors qu'il y a des gens autour de toi qui auraient la même capacité, mais qui ne vont pas le faire. Alors l'hypnose, à quel moment de ta vie l'hypnose est arrivée, en fait?
Comment Écoute, l'histoire s'est faite? je réfléchissais à ça parce que tu m'avais posé la question. Et je crois que ça a commencé tout petit déjà. Tout petit, parce que ma mère m'a déjà dit que j'avais ce comportement d'accompagner les gens, même tout petit, à leur parler. Et moi, il y a des choses qui m'ont marqué. D'abord, il y a eu Vol au-dessus d'un nid de coucou, le film. Moi, je l'ai lu, j'avais 13 ans. J'avais pas le droit d'aller le voir au cinéma, il était interdit pour mon âge. Et déjà, j'ai compris cette perception de comprendre que chacun a son propre univers. Et quand on rentre dans son univers, eh ben, on va arriver à l'accompagner, à prendre du plaisir plutôt que de se détruire. Donc, Jack Nicholson, il casse les cadres dans cet asile psychiatrique. Et ce livre m'a perturbé pendant des années. Je l'ai lu au moins 4 ou 5 fois. C'était vraiment mon livre de chevet. Et tu vois, avec du recul, je me dis, à 13 ans déjà, j'étais en train de lire ce genre de choses, de perception comportementale. Et puis, dans les mêmes années, j'ai lu un livre de Joseph Murphy. Toujours des livres qui ont été écrits en 62 et 65, qui avaient exploité la puissance de votre subconscient, et puis triompher de vous-même et des autres. Mais j'avais 13 ans, quoi. C'est pas des livres qu'on lit à 13 ans. Donc c'est un comportement, je pense qu'il y a des choses qui sont innées. Et l'hypnose est vite rentrée dans ma vie. J'ai commencé à lire l'hypnose, je devais avoir une vingtaine d'années. Mais c'était beaucoup hypnose de spectacle, ça me plaisait pas, quoi. Je voulais comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et puis j'ai dirigé des grosses équipes sur le plancher, donc il a fallu que j'apprenne à communiquer. Et la communication, c'est le langage hypnotique d'Erickson, et puis l'hypnose conversationnelle moderne aujourd'hui, qui nous emmène à avoir cette possibilité-là. Et donc à l'époque, tu faisais ça, entre guillemets, j'allais dire en sous-marin, enfin de manière non officielle, ouais. Du coup, derrière ton métier de restaurateur, quoi. Ouais, tout à fait. Okay. Tout à fait. Et ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Hein. Et tu t'étais formé ? Non, je m'étais pas formé. Je lisais, c'est tout. Mais ça me paraissait évident ce que je lisais. L'évidence, elle se fait quand on se pose plus la question, est-ce que la décision que j'ai prise est bonne ou pas ? Et à ce moment-là, tu te posais plus la question ? Non, plus du tout. Plus du tout. C'est assez fou, hein. Avec du recul, à partir à 45 ans avec sa famille, sans avoir le moindre pied à terre, sans connaître personne, en laissant sa famille, en laissant ses amis, en laissant son métier, il faut pas être fini. Il manque quelque chose. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de réflexion derrière. Et pourtant, j'en étais persuadé que c'est ça que je devais faire. Qu'est-ce que votre entourage disait de tout ça ? On était encouragés. Je pense que tout n'a pas été compris, mais on a été encouragés. Oui, on a été encouragés, même s'ils ne comprenaient pas. Et vous voilà au Québec. Et voilà, on est au Québec, depuis 8 ans maintenant. C'est ma 8e année. Ouais. Quand je suis arrivé au Québec, je voulais tout faire sauf de la restauration. Par contre, c'est su rapidement que j'étais là. Donc, j'ai tourné le dos un petit peu à tous les grands restaurants que j'ai pu rencontrer. Et puis un soir, dans un sac à 7, à la chambre des commerces des Français, je crois, j'ai rencontré un homme qui, sa femme était psychologue. Et il m'a expliqué qu'elle avait des études à reprendre ici pour pouvoir faire reconnaître son certificat de psychologue au Québec, et qu'elle s'était mise à la PNL, donc d'Anthony Robbins, en suivant Anthony Robbins, et puis elle suivait des cours, et que si elle avait su, elle aurait plutôt fait de l'hypnose que de la PNL. Et là, ça m'a tilté dans ma tête, parce que il y a une dizaine d'années, j'étais pas assidu à l'hypnose professionnelle, j'avais même pas d'idée que ça pouvait exister, à part faire de l'hypnose de spectacle. Okay. Et puis en fouillant un peu dans les écoles, j'ai vu qu'il y avait vraiment des certificats, avec des évaluations bien sûr, avec différentes formations à faire, pour pouvoir être reconnu comme hypnothérapeute. Donc j'ai suivi ces formations-là, je me suis intéressé à la PNL en même temps. J'ai été jusqu'au bout de mon parcours en PNL et puis en hypnose, et puis j'ai fini mon dernier parcours en hypnose à Paris.
j'ai continué à suivre mes formations, mais je travaillais déjà. Tout de suite, j'ai commencé à travailler. J'étais pas certifié, mais tout de suite, j'ai commencé à travailler. J'ai des gens qui m'ont demandé rapidement. Comment tu Et t'es puis lancé? là, je me suis lancé, ouais. Et J'ai quoi? commencé par faire des cabinets publics. Ok. C'est-à-dire, je faisais des soirées à $10. Les gens venaient, je parlais d'hypnose, on faisait des démonstrations d'hypnose, d'accompagnement. La clientèle a démarré comme ça. J'allais dans les cafés, j'allais dans les lieux publics en fait. J'allais dans les lieux publics pour pouvoir observer les gens. Et je voulais regarder les gens. Quand on regarde les gens, quand on arrive à parler ce langage du non-verbal, ce chant, on peut même se laisser imaginer leur vie. C'est-à-dire qu'en les observant, on va regarder dans quel état ils sont, dans l'état présent, quelle émotion ils sont en train de vivre. On va commencer à observer est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils ont des enfants. Il y a toute une histoire de perception intuitive qui s'installe et c'est hyper important. Donc en observant les gens, j'ai compris qu'on pouvait en savoir, mais bien plus même que ce qu'ils savaient eux. Ça ne veut pas dire que c'est une interprétation qui va nous servir. Ça veut dire que ça nous donne des armes ou peut-être des pistes pour pouvoir rentrer en lien avec la personne. Mhm. C'est ce lien qui est important. Mhm. Le lien de la sécurité, le lien de l'écoute, c'est ça qui est le plus important. D'avoir envie d'écouter, qui va retourner une écoute de l'autre. Et quand l'autre commence à nous écouter, on peut partir sur des métaphores, des analogies qui vont faire un travail interne sur une structure profonde que la conscience n'aura pas toujours. Et c'est là que le changement s'installe. Et ça a été facile? Ouais, pour moi, ouais. Franchement, ouais. Je pense que, j'allais dire, j'ai eu beaucoup de chance. Non, j'ai beaucoup travaillé. Mais c'est pas ces dernières années que j'ai travaillé, c'est toutes les années d'avant. Et je pense que c'est toutes les années d'avant qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Quand tu t'amuses tout le temps, quand tu te retrouves devant des défis tous les jours, avec des personnes que tu as peut-être vues, mais ces personnes seront complètement différentes de la dernière fois. À chaque fois, c'est me mettre dans une zone d'inconfort que j'adore. Ça devient un jeu. Je travaille pas, j'ai cette chance de ne pas travailler. Alors il est vrai qu'il y a des jours où j'ai moins envie que d'autres d'y aller. Mais quand j'y suis, c'est comme un footing, tu sais. Quand tu dois les courir, t'as pas envie, mais quand tu reviens, waouh. Et ben là, c'est pareil. Sauf qu'il y a des matins où je me lève avec une grosse envie d'y aller. Alors quand ils me payent, j'ai envie de leur rendre leur chèque ou leur carte de crédit. Puis je me dis, fais pas ça parce que ta femme, elle va pas être d'accord. Aujourd'hui, je suis un hypnothérapeute. J'ai du mal à définir ce que je fais. Oui, qu'est-ce que c'est un hypnothérapeute? Pardon, écoute, je suis certifié coach en PNL. Et puis je suis maître praticien en hypnose. Et je me suis beaucoup intéressé à l'hypnologie, donc toute l'histoire de l'hypnose. Je parle pas d'histoire d'hypnose de spectacle. Pour moi, l'hypnose de spectacle ne fait que dévaloriser la réalité de l'hypnose, apporte des fausses idées, des fausses croyances aux personnes qui vont dans ces spectacles-là, pensent qu'on est capable de prendre le contrôle. Alors que pour moi, l'hypnose, c'est reprendre le contrôle d'un contrôle qu'on a perdu. C'est s'autoriser à s'arrêter, se dissocier de l'émotion pour pouvoir observer toutes les possibilités qui sont derrière. Déposer ses croyances, garder ses valeurs. Elles sont importantes, mais on peut les modifier légèrement, ces valeurs, par rapport à la perception de ses croyances. Tout est lié, en fait. Un bon hypnologue doit être un bon conteur. Un bon thérapeute va être quelqu'un qui va être capable de suivre des protocoles et de lire des histoires. Donc être un bon conteur, pour ma part, c'est d'avoir un bon vécu déjà. Quand je dis un beau vécu, avec toutes les difficultés qui va avec, et puis d'avoir cette capacité de rebondir et d'avoir la souplesse de raconter une histoire qui va faire un lien avec l'histoire personnelle de la personne que vous accompagnez. Toute la communication qu'on va faire avant doit rester avec une éthique, mais alors impeccable, parce que tout mot qu'on va placer dans une éthique, dans un moment de communication hypnotique, la personne, ça va s'installer sur sa structure profonde. Le chemin va se faire petit à petit, mais là, on va planter les graines et on va planter les souches. Donc, l'hypnose conversationnelle va permettre de détourner le facteur critique, c'est-à-dire la conscience, dès le départ, et de commencer à travailler là. Après, ça sera qu'une répétition. C'est ce que je voudrais faire comprendre aux gens aujourd'hui. C'est la base de l'hypnose. C'est d'abord la communication d'impact, c'est cette hypnose conversationnelle. Une fois qu'on a vraiment les fondements, on peut accompagner les gens. Et aujourd'hui, quel rôle tu penses que tu as joué
Moi, j'ai un petit rôle, mais je pense que tous les petits rôles qu'on peut avoir peuvent être importants. Mon rôle, c'est d'accompagner les gens, de mettre de la lumière sur ce qu'ils ne perçoivent pas, de leur faire comprendre que toutes les croyances héréditaires, tous ces cadres, tous ces filtres qu'on leur a mis devant les yeux, appartiennent qu'à ceux qui leur ont imposé. Que s'ils veulent atteindre quelque chose, il y a toujours une solution. Dans un problème, il y a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je m'en souviens de cette phrase. Ouais. Mais la grosse problématique, c'est que les gens pensent qu'il n'y a qu'une façon de faire. Donc s'ils ne sont pas sur ce chemin de cette façon de faire, ils ne peuvent pas l'atteindre. Alors qu'il y a toujours plusieurs solutions pour pouvoir atteindre quelque chose. Souvent les gens me disent j'ai pas d'argent. C'est pas l'argent le problème. Pas là maintenant, c'est pas l'argent, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que ça va t'apporter vraiment? Est-ce que tu l'entends au fond de toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse? C'est cette chose qui est importante. Le reste, il y a toujours des solutions. On n'est pas obligé de commencer fort. Au départ, construire la première usine, il y a un petit travail à faire, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à prouver. Mais pour prouver, la seule chose qui est vraie, c'est l'intention. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de l'atteindre, ou est-ce que vous le faites pour être regardé autrement? Je pense que la grosse problématique de notre société, la plus grosse maladie qui existe dans notre société, c'est la solitude. Il y a une solitude profonde. Que ça soit des gens qui sont entourés aussi, qui vivent la solitude, parce qu'ils ont l'impression d'être complètement à part et de ne pas être compris. Il y a la solitude de l'attente de quelque chose. Il y a des gens qui s'aiment, mais qui aimeraient en entendre plus, savoir qu'ils existent. Ils vivent une profonde solitude, et les gens autour ne s'en rendent pas compte. Ils vivent ensemble, ils sont là, ils se parlent, mais ils ne se disent pas les bons mots. Et puis il y a les gens qui sont vraiment tout seuls. Et cette solitude, ils la vivent profondément. Il y a la solitude des cultures, il y a la solitude des sociétés, il y a beaucoup de solitude. Et ces problèmes de solitude, je pense que c'est un vrai problème de communication. Quand je parle de communication, on a beau parler la même langue, on n'emploie pas les mêmes mots. Et ça devient terrible. Parce que un je t'aime pour une personne, eh ben, ça ne sera pas le même je t'aime pour l'autre. Et en tant que Français, je perçois cette compréhension ici. Il y a des mots, je pense que tu comprends très bien ce que je veux dire, qu'on va dire avec le cœur qui ne seront pas perçus de l'autre côté, et des mots qui vont être dits de l'autre côté, qui pour nous veulent dire tellement de choses, et qu'on ne perçoit pas la réalité. Donc cette solitude, il va falloir vraiment régler ça. Il va vraiment falloir régler ça parce que le monde, c'est plus une guerre de religion, c'est plus une guerre de continent, ça va être une guerre de microcosme de culture au niveau des villes, au niveau des quartiers. C'est terrible. Deux voisins qui vont habiter côte à côte, qui se saluent même pas. Je trouve ça terrible. Il n'y a plus d'humanité. Cette humanité va manquer beaucoup, et ces réseaux sociaux aujourd'hui, je pense qu'en sont une vraie cause. Il y a beaucoup de cabinets publics déjà qui sont ouverts à tous, où je vais démystifier l'hypnose, comprendre un peu ce que c'est que vraiment l'hypnose. On est bien loin de faire la poule sur une scène. L'hypnose, c'est vraiment retrouver ses émotions pour pouvoir changer ses comportements automatiques. Et puis, dernièrement, j'ai été demandé par la Société dentaire du Québec, où j'ai donné une journée de formation aux dentistes. Ils étaient pas loin de 200. Comprendre en fait la réalité de l'hypnose, et avec de simples mots et de simples techniques, comment est-ce qu'on peut arriver à emmener une personne dans une peur, dans une fébrilité, dans un état de conscience modifié, où à partir de là, ils seront complètement ailleurs, même s'ils entendront tout ce qu'on leur dit, mais le corps sera complètement détendu, et la perception du moment pourrait durer 2 secondes au lieu de durer une demi-heure, voire 1 heure sur le fauteuil. J'ai la chance d'être demandé à l'hôpital. J'ai été à l'hôpital dernièrement, à l'Hôtel Dieu, pour une ablation de l'estomac. J'ai été demandé pour du post-opératoire. Et puis beaucoup de médecins qui m'envoient, je le disais tout à l'heure, beaucoup de médecins qui m'envoient leurs clients. Donc, alors ce qui est drôle, c'est que je me retrouve avec des ordonnances. Donc ils me donnent le papier, il y a mon nom recommandé par le docteur, mais par contre j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit sur le papier. Le fameux mythe de l'écriture du médecin, c'est ça? Ah oui, c'est pas un mythe. De plus, je comprends pas les mots. Je suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, donc tous leurs termes ne me parlent pas. Donc je fais semblant de lire, parce que la personne, elle vient voir un professionnel qui a été envoyé par un médecin. Je fais semblant de lire cette feuille-là, puis je fais oui avec la tête, puis je pose la feuille, puis je leur dis « Et vous êtes venu pourquoi aujourd'hui ?»
Le médecin m'apporte un symptôme, en fait, c'est des symptômes, Bien sûr. mais le symptôme cache les émotions, et c'est les émotions qui m'intéressent. Donc il y a des médecins, puis il y a beaucoup de psychologues aussi. Je travaille avec beaucoup de psychologues qui m'envoient aussi leurs patients qui deviennent mes clients. Et pour ma part, dès que ça touche la détresse ou la pathologie, s'il n'y a pas un psychologue derrière qui les accompagne, moi je les accompagne pas. On ne fait pas le même métier. Mhm. Voilà. Et aujourd'hui, ta plus grande fierté par rapport à ce métier? Je pense que tout le travail que j'ai pu faire, et tu peux le savoir, je suis un workaholic, je travaille énormément, je n'attends plus ce que j'attendais avant, et ma grande fierté justement c'est d'être contacté par des scientifiques. Quand j'ai des neurologues, des chercheurs en biologie ou en génie moléculaire, j'ai des docteurs en biologie qui viennent me consulter, des directeurs de recherche, des directeurs à l'université de programmes en psychologie ou autre, ben là je pense que j'ai fait un grand chemin. Et je pense que quand les dentistes m'ont contacté, ça a été vraiment une fierté. Et Manu, dans 10 ans, ce sera qui? Manu, dans 10 ans, ça sera un homme libre comme il l'est aujourd'hui. Manu, dans 10 ans, il sera complètement libre. Et la liberté, pour moi, c'est de pouvoir s'amuser, je dirais prendre du plaisir plutôt que s'amuser, prendre du plaisir tous les jours. Et puis, d'avoir l'état d'esprit, quand on se couche le soir, se dire, ouais, j'ai planté une graine aujourd'hui, ou j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ce que j'ai fait. Et je me dis tout le temps, quand je me sens pas bien, c'est fais confiance à cette partie qui sait, parce que elle t'a emmené jusque-là, et puis elle va continuer. Ça, j'ai une parfaite croyance en la vie, et je suis heureux. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a eu des grosses douleurs, je suis prêt à repasser par là sans aucun problème. Aujourd'hui, je suis plein d'incertitudes, mais je suis en paix en sachant que je suis exactement là où je devais être. En sachant que j'ai encore du travail. Donc tu sais que tu es exactement là où tu dois être. Ouais, tout à fait. Ouais. Et le fait de ne pas te poser la question, pour moi, c'est une réussite. C'est la réponse. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais partager, qui t'inspire, qui t'a aidé, qui t'a accompagné aussi dans ta marche? À part les livres que je t'ai parlé tout à l'heure, y en a un qui m'a beaucoup dirigé vers la science. C'est le livre du Québécois Bruce Lipton, la biologie des croyances. La biologie des croyances m'a permis justement de faire ce lien entre la génétique de ce que nous sommes par la cellule et nos pensées, cette interaction que Descartes a tenté de démontrer l'inverse, et puis ça n'a pas fonctionné. Le corps et l'esprit sont complètement liés. Et aujourd'hui, ce que j'aime, c'est lire des livres d'histoire de gens assez exceptionnels. Il y en a un que j'ai lu dernièrement, le livre de Mike Horn, L'Antarctique, le rêve d'une vie. Alors Mike Horn, c'est un grand aventurier. Ouais, il est australien ou Nouvelle-Zélande, je sais plus, il vit en Suisse. Il a 52 ou 53 ans. C'est un barjot, c'est un fou. Il a une vie extraordinaire. Il a une confiance en la vie absolument exceptionnelle. Ce qu'il a fait là, son rêve du vie, l'Antarctique, traverser le pôle sud, de part en part, 5700 km, je crois, en 52 jours, enfin, je sais plus, c'est à peu près ça, dans des températures extrêmes, moins 52, ça descend jusqu'à moins 74, quoi, c'est des trucs de fou, à se mettre au chaud dans son duvet, alors qu'il fait moins 30 dans le duvet, à se couper des doigts parce qu'il a des gelures, et à continuer à se battre pour pouvoir vivre. Mais la philosophie de vie qu'il a, ça vous démontre vraiment que les seules limites qu'on se donne, c'est les nôtres, quoi. C'est celle qu'on se met nous-mêmes, ouais. On se donne rendez-vous dans 10 ans? Ouais, j'espère que je te reverrai avant. Quand même. Ça pourrait se faire, ça pourrait être sympa, quoi. Merci de nous inspirer, en tout cas. Merci à toi, Laurent. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un immense merci à Emmanuel Sabouret d'avoir partagé son parcours et son histoire avec tant de passion et d'authenticité. Si vous souhaitez suivre Manu, retrouvez toutes ces informations et liens utiles sur notre site www.labascule-podcast.com. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes, Google Play ou Anchor.
On vous invite également à nous laisser un avis et à le diffuser sur vos réseaux. À bientôt, et comme dirait Manu, faites confiance à la partie qui sait. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.